Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre-Noël Luigi, le fondateur d'Oscaro Power, ou comment démocratiser l'accès à l'énergie solaire en maison individuelle. Il lance une nouvelle offre pour les particuliers qui souhaitent revendre leur surplus d'électricité à des fournisseurs d'énergie alternatifs. Notre débat, il portera sur les enjeux du One Ocean Summit qui se tient à Brest à partir du 10 février. Quel rôle peuvent jouer les entreprises pour préserver l'océan? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque Benenota, où quand une grand-mère et sa petite-fille s'allient pour créer du linge et des accessoires de bain éco-responsables. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer, enfin un tout petit peu moins, 28 minutes. C'est parti. Bonjour Pierre-Noël Luigi, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Oscaro Power, vous êtes aussi le fondateur d'Oscaro.com. Ouais. C'était une révolution pour le secteur de l'automobile il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années, c'est ça, en numérisant, en démocratisant l'achat de pièces auto. Est-ce que vous êtes en train de récidiver avec l'énergie solaire d'une certaine façon? Écoutez, c'est exactement ça. Ouais. L'ADN d'Oscaro, c'est de faciliter la vie des Français, de leur rendre du pouvoir d'achat. Il est évident que le solaire s'imposait à nous comme la nouvelle aventure, parce que c'est le meilleur moyen de rendre du pouvoir d'achat en facilitant l'accès à l'énergie pour toujours, pour chaque Français. Ouais. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi les solutions que vous proposez aux particuliers? Alors, Oscaro Power, c'est la solution idéale pour installer des panneaux solaires dans sa maison. Il y a 20 millions de maisons en France. Ouais. Donc ça fait, 40, 30, 60 millions de Français qui habitent dans une maison individuelle. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est leur faciliter la vie. C'est-à-dire que sur Oscaro Power, vous avez tous les éléments pour comprendre ce que c'est que l'accès au solaire, comprendre ce que c'est que l'autoconsommation, c'est-à-dire produire son électricité soi-même. C'est extraordinaire, c'est nouveau, c'est possible depuis 2017 en France. Et donc Oscaro Power, c'est tout un ensemble, un package de solutions qui fait qu'on vous prend par la main et vous sortez de l'expérience Oscaro Power en sachant ce que c'est que l'accès au solaire pour faire baisser votre consommation électrique et récupérer du pouvoir d'achat. Ouais. 2017, c'est une bascule réglementaire, tout simplement? En France, l'autoconsommation devient possible à ce moment-là. Oui, c'est ça. Quelques chiffres, 35 collaborateurs, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, 10 000 installations en maison individuelle. On est à quel rythme de croissance? Vous visez combien de clients supplémentaires cette année? Alors, vous voyez très bien que le marché aujourd'hui est en train d'exploser parce que les gens se rendent compte que c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Mais le marché français est tout petit. Il y a 100 000 installations pour 20 millions de maisons. Oui. Donc, il y a de la marge. Effectivement, avec la marque Oscaro et notre énergie, et surtout avec les services qu'on apporte, un call center, un centre d'appel en France extrêmement compétent, un site internet qui permet de tout comprendre rapidement, eh bien, les Français devraient comprendre rapidement grâce à nous. Et on va les accompagner, qu'on peut réduire sa facture électrique de 50% très vite. Ouais. Mais ça veut dire combien d'installations par semaine, je ne sais pas, en ce moment, ou par mois, je ne sais pas quel chiffre vous avez? Sur le plan économique, c'est très simple, on triple notre chiffre d'affaires tous les ans. D'accord, donc c'est vraiment une croissance rapide, et évidemment, vous êtes porté par la flambée des prix de l'électricité. C'est une tendance, c'est pas conjoncturel finalement, ça va vous porter longtemps. Ça va nous porter longtemps. Il faut aussi dire que la technologie des panneaux est devenue très très mûre. Un panneau, c'est une rentabilité, un rendement de 20%. Et en fait, c'est garanti 25 ans, mais ça dure 50 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous avez de l'énergie gratuite pour 45 ans. C'est juste incroyable. Le retour sur investissement, c'est 5 ans. C'est beaucoup moins. Mais je préfère dire 5 ans. Comme ça, on ne peut pas venir vous chercher des noises. Est-ce qu'il y a une taille critique? Est-ce qu'il y a une superficie minimum, finalement, pour que ce soit efficace et rentable? Absolument pas. Avec 2 panneaux, donc vous allez avoir 600 watts ou 800 watts. C'est très intéressant. Moi c'est comme quand j'étais enfant, j'avais des petits trains électriques. On m'a offert d'abord une petite boîte. Et ensuite, quand on comprend le solaire, on va avoir tendance à augmenter le nombre de panneaux sur son terrain ou sur son toit, pour faire tout un tas de choses. Donc l'eau chaude sanitaire d'abord, mais demain la voiture électrique. Donc c'est quoi? C'est des panneaux tels qu'on les connaît? Ils ont une taille différente? Alors le panneau tel qu'on le connaît... On parle de kit solaire en fait. Voilà, vu de l'extérieur, c'est toujours le même. Aujourd'hui, nous, notre travail chez Oscaro Power, c'est de sélectionner les meilleurs panneaux du monde, mais aussi les meilleurs câbles du monde et les meilleures agrafes très faciles à installer
Parce que, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais nous, ce qu'on vend, c'est un kit complet. On l'installe nous-mêmes après. Installé soi-même. Ouais. C'est un pari que nous faisons chez Oscaro Power, c'est-à-dire que les gens, ils sont très très compétents en France. Et ils vont installer le solaire eux-mêmes parce que c'est une expérience. Donc, donc c'est un kit sur mesure qu'on va configurer avec notre call center et le site internet, de manière à ce qu'avec 2, 6, 8, 10 panneaux, on puisse tout de suite faire baisser sa facture. Il y a un rôle, j'ai vu ça en préparant l'émission, que de l'intelligence artificielle pour aider les clients. À quel moment elle intervient et sous quelle forme? Alors, derrière le site, il y a un configurateur qui permet de dimensionner assez aisément et facilement et d'adapter le kit à sa maison. C'est un kit sur mesure, quoi, avec l'intelligence artificielle qui aide. Donc qui fait quoi? Qui prend les mesures, enfin la superficie de la maison et qui va évaluer, d'accord, et qui va évaluer le nombre de panneaux qui sont nécessaires pour que ce soit efficace? Exactement. Dans la configuration de la maison actuelle, avec le chauffe-eau dont on dispose, l'appareil ménager dont on dispose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très personnalisé. C'est seulement en maison individuelle, tout simplement parce qu'il faut avoir la place d'installer les panneaux. Aujourd'hui, on s'adresse à une surface existante. Les toits, le jardin, on a 30 ou 40% de gens qui installent ça dans leur jardin. C'est juste très, très, très efficace. Dans des maisons individuelles, pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez adresser un marché d'immeubles ou des copropriétés, par exemple? On pourrait imaginer ça? Il est évident que les copropriétés ont intérêt à se pencher sur ce problème, mais c'est une démarche un peu plus longue sur le plan administratif. Donc ça pourra être un axe de développement, mais ce n'est pas votre priorité. Voilà. Il y a une telle possibilité de développement avec les maisons individuelles qu'il faut déjà adresser ce marché-là, c'est ça? Nous, on s'adresse aux particuliers pour qu'ils comprennent, grâce à nous et avec nous, parce que c'est ce que c'est que l'accès au solaire, faire baisser leurs factures, leur simplifier la vie et leur fournir une expérience vis-à-vis du solaire, une expérience qui est toute nouvelle, c'est-à-dire s'emparer comprendre que l'énergie ne vient plus d'en bas mais d'en haut. C'est juste incroyable. Donc vous lancez une nouvelle offre. Pourquoi? Pour revendre l'électricité, le surplus d'électricité? C'est un peu ça l'idée? On a beaucoup de Français qui sont très éco-citoyens, on va dire. Mais l'électricité surproduite l'été, c'est vraiment dommage de ne pas en bénéficier sur le plan financier, mais aussi c'est dommage de ne pas la partager. Donc notre offre ensemble, elle va être lancée bientôt. C'est une offre où on pourra racheter l'électricité surproduite. Donc ça s'appelle Ensemble, c'est le nom de l'offre. À qui elle sera revendue, cette électricité? À divers opérateurs. D'accord. Opérateurs qui sont sur le marché aujourd'hui. Ok. On parle d'opérateurs alternatifs, ça veut dire quoi? Alors les opérateurs alternatifs, je ne suis pas venu ici pour parler des opérateurs alternatifs qui font très bien leur publicité. C'est très important qu'il y ait une compréhension par tous les Français de ce que c'est que l'énergie. L'énergie, elle est au cœur de nos sociétés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un truc très simple. C'est vraiment faciliter la compréhension du fait qu'un électron produit sur le toit, il va d'abord dans son chauffe-eau avant d'aller sur le réseau. Et on est là pour faciliter l'accès au solaire parce qu'on a les meilleurs produits du marché. Vous savez, un kit solaire, c'est des panneaux, mais c'est aussi un onduleur. Vous avez des onduleurs qui vont durer 5 ans et les nôtres qui vont durer 40 ans. Donc, on est dans l'esprit Oscaro la meilleure sélection de produits, au meilleur prix. On va vous fournir aussi les connecteurs. Tous les câbles sont pré-sertis en usine à vos mesures. Parce que quand vous faites vos câbles vous-même, il va y avoir des courts-circuits. Même si c'est un installateur, d'ailleurs. Quels sont les freins, les réticences auxquelles vous êtes confrontés, les inquiétudes, peut-être? Alors, on est confronté à des années de croyances. C'est interdit. On ne sait pas pourquoi ce serait interdit de produire son électricité soi-même et de mettre des panneaux sur son toit. Ce n'est pas du tout interdit. On est quand même en France et j'ai l'impression qu'en France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc mettre des panneaux sur son toit, c'est complètement autorisé. Produire son électricité, c'est complètement autorisé. Et c'est heureux d'ailleurs. On ne va pas nous empêcher de planter des tomates dans notre jardin. Ça serait dommage. Est-ce qu'on est en retard, la France, dans le développement de ce marché? Très, très, très en retard. Je vous dis, 100 000 installations en autoconsommation sur 20 millions potentiels, c'est rien du tout. C'est tout petit et on est très en retard. Par rapport à d'autres pays européens, par exemple? Il y a des pays qui sont plus au nord que nous. La Pologne, où l'électricité est chère historiquement, c'est 10 fois plus développé. Donc il y a vraiment un potentiel de développement sur le marché français. Merci beaucoup Pierre-Noël Luigi, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure du débat de Smart Impact, les entreprises au chevet de l'océan.
On parle du One Ocean Summit qui se tient du 10 au 12 février à Brest. Je vous présente mes invités. Nathalie Jaubert. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable adjointe de la RSE chez BNP Paribas. Romain Troublé, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan. Je commence avec vous, Romain Troublé. Qu'est-ce qui va se jouer lors de ce sommet? À quoi ça peut servir un sommet comme celui-là? À quoi ça peut servir? Bonne question. Les enjeux de l'océan sont des enjeux de société très importants. On a tendance à l'oublier. La biodiversité, l'oxygène qu'on respire, le carbone qui est stocké, la température stockée par les océans depuis 200 ans, c'est capital pour notre survie, pour notre maintien, pour notre bien-être à tous. Aujourd'hui à Paris, qu'on soit à Pékin, à Paris, partout dans le monde. Et tous ces enjeux de discussion, de gouvernance, de qu'est-ce qu'on fait de l'océan, comment on le protège, ne mobilisent jamais des ministres, des chefs d'État. Jamais. C'est arrivé depuis 20 ans qu'on mobilise des chefs d'État sur ces questions-là. C'est toujours des questions techniques, mais le problème n'est pas technique. Il est politique. C'est une volonté politique de protéger, de se préoccuper de ces espaces et de mieux les gérer demain. C'est ça l'enjeu. Et donc ce que fait cette One Ocean Summit, en tout cas ce qu'on espère, c'est de rehausser ce niveau politique d'intérêt et d'interaction sur ces enjeux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des ministres de plusieurs pays, des chefs d'entreprise, des décideurs? Je n'ai pas tous les détails, mais il y aura des ministres et des chefs d'État de beaucoup de pays de la planète qui vont se déplacer pour venir à Brest, malgré les conditions de Covid. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt majeur. Et puis je pense que il ne faut pas le voir comme un one-shot. C'est aussi pour mobiliser cette communauté internationale de haut niveau toute l'année 2022, où il y a plein d'événements qui s'intéresseront à l'océan cette année. Bien sûr. Tout au long de l'année, que ce soit la biodiversité, la haute mer, le plastique, la gouvernance des océans, les objectifs de développement durable aussi, et le climat, bien sûr, en fin d'année à Sharm el-Sheikh. On va en reparler évidemment ensemble. Nathalie Jaubert, le principal levier d'une banque, évidemment, c'est l'investissement, les entreprises que vous soutenez. C'est quoi votre démarche en ce qui concerne justement la protection de l'océan? Alors, comme le disait Romain, l'océan, ça touche à beaucoup d'aspects de notre vie. Et nous, on est une banque qui finançons beaucoup de secteurs de l'industrie. Donc, la façon dont on a réfléchi, c'est qu'on a essayé de comprendre comment ces secteurs de l'industrie interagissaient avec l'océan et où est-ce qu'on pouvait vraiment avoir du levier. Et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de biais. Par exemple, on finance les bateaux, le shipping, c'est un levier important. On finance aussi la pêche, on finance des gens qui fabriquent du plastique. Nous, on en utilise. Donc, on a fait une cartographie de tous les endroits où on pouvait avoir un impact sur l'océan et on a essayé de définir comment on pouvait agir. Alors, si on prend par exemple les navires, c'est quoi? C'est aider à la transition écologique de ces bateaux, par exemple? Il y a vraiment les deux dimensions, la dimension climatique et la dimension de la biodiversité. Donc, les bateaux, c'est 80% des objets qu'on a autour de nous, ils ont pris le bateau à un moment. Donc, c'est vraiment un impact majeur. Si on arrive à rendre plus efficaces ces bateaux dans leur consommation d'énergie, on aura vraiment un gros impact sur le climat et, donc, on l'a dit, sur l'océan. Mais les bateaux, ils peuvent être aussi porteurs d'impact de biodiversité directement à travers les eaux qu'ils transportent, à travers ce qu'il y a sur leur coque. Donc, tous ces aspects de pollution et d'émissions de CO2, on travaille avec nos clients pour définir un chemin vraiment d'amélioration. Avec, je crois, du financement de la transition écologique à hauteur de 1 milliard d'euros d'ici 2025, ça c'est l'engagement que vous avez pris. Exactement, on s'est dit que pour que ça existe en vrai dans la banque, il fallait qu'on mesure, c'est un indicateur qui est très important pour nous, donc on s'est fixé un objectif effectivement de 1 milliard d'euros en 2025. Romain Troublé, ça fait près de 20 ans, c'est ça, que la Fondation Tara Océan développe une science de haut niveau, une science de l'océan de haut niveau. Vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, et je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus. C'est notre principal allié dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'océan. Il faut vraiment le marteler, ça. Il faut le marteler parce que ces écosystèmes sont très vastes. Je rappelle qu'on est d'abord une planète océanique. 71% de la planète est couverte d'océans. Ça prouve vraiment qu'il y a une très forte interaction entre cet océan et l'atmosphère, et donc les équilibres globaux. Et que ces océans nous tempèrent la planète, transportent la chaleur des tropiques vers les pôles et l'inverse. Les organismes marins produisent de l'oxygène, comme la photosynthèse des arbres. Dans la mer, il y a beaucoup de micro-organismes invisibles à l'œil nu. On appelle ça la vie invisible de l'océan. Plutôt des spécialistes, nous, depuis très longtemps, avec des outils de génomique très compliqués d'ADN. Maintenant, tout le monde connaît PCR, tout le monde connaît l'ARN. Donc c'est peut-être l'avantage de ce Covid, si on trouve un. Et cette biodiversité-là, en fait, elle évolue très vite. Elle est très sensible aux enjeux de température, d'acidité de l'océan, aux enjeux de pollution également. Et comment ces services rendus par cet écosystème, parce qu'ils nous rendent des services tous les jours. La moitié de l'oxygène qui est produit sur Terre est produite par ces océans. Le carbone est stocké par les océans. La température, les protéines que beaucoup de gens se nourrissent tous les jours au bord des côtes provient de cet écosystème.
Comment ça va changer dans le futur? Comment ça va évoluer? Comme ce qu'on peut prédire, c'est ça la question. Ouais, et vous parliez tout à l'heure de la question de la gouvernance, ça rejoint la haute mer, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les eaux internationales en fait, où on peut un peu, quoi. Alors je vais dire faire tout et n'importe quoi, évidemment j'exagère, mais il y a une vraie question là qui se pose. Parce qu'il y a, depuis 40 ans, on a décidé que les pays, la frontière des pays était jusqu'à 350 km dans la mer. Ouais. La France, elle s'arrête à 350 km au large de Brest. Mais en fait, au-delà de ça, il y a toute une zone d'océan qui est immense. C'est la moitié du globe en surface. La moitié du monde appartient à tout le monde et appartient à personne. Elle est un peu un patrimoine comme ça, une espace sur lequel il faut qu'on s'entende pour le légiférer. On l'a fait pour les fonds marins, et maintenant s'occuper de la biodiversité qui est là. Ouais. Il y a 40 ans, on n'a pas imaginé que les gènes, c'était de la ressource et de la richesse. On devient maintenant, avec la génomique, on voit bien que les gènes, les protéines, ça devient des molécules pharmaceutiques, industrielles, qui peuvent avoir un potentiel. Donc aujourd'hui, on se dit, comment on gère cette biodiversité-là, et comment on la partage avec les pays en voie de développement qui, eux, ne vont pas en mer, ne font pas de recherche, n'exploitent pas et ne valorisent pas ces écosystèmes. Donc ça, pour vous, c'est l'un des enjeux majeurs de ce sommet qui s'ouvre à Brest? Oui, parce que cette négociation sur un traité sur la haute mer, donc un traité sur la moitié du globe, elle est en route depuis 12 ans, depuis 2011, pour arriver à un traité. Et cette année, c'est une année un peu charnière, c'est qu'il faudrait qu'on aboutisse cette année. Mais ça fait 11 ans qu'on a des négociateurs et des juristes qui discutent entre eux de ce traité. Et maintenant, il faut que les politiques rentrent dans la danse en disant, voilà, ça nous va, on prend nos responsabilités, c'est là qu'on veut aller, et c'est là-dessus qu'on part sur un traité, et on négociera la suite dans les futures COP, comme on connaît celle du climat, celle de la haute mer. Nathalie Jaubert, votre action, elle passe aussi par les entreprises ou les secteurs que vous décidez de ne plus financer. Alors, qu'est-ce que vous faites en la matière? Parce que si vous êtes tout seul à y aller, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a une action collective, en fait, des banques. Oui, et c'est une des difficultés, ou des challenges qu'on a en tout cas, c'est-à-dire que... Il y a des secteurs qu'on ne veut pas financer, ou plutôt il y a des pratiques qu'on ne veut pas financer très souvent. Si je prends l'exemple de l'énergie, on sait très bien qu'il nous faut de l'énergie, mais on sait aussi qu'il faut la décarboner. Donc là, plus que le secteur qu'on ne veut pas financer, on ne veut plus financer, par exemple, de centrales à charbon. Mais si on est tout seul à le faire, la probabilité que les entreprises aillent voir ailleurs et aient exactement les mêmes financements est très importante. Donc on met vraiment beaucoup d'énergie à faire des coalitions d'acteurs pour que toutes les banques, ou en tout cas un grand nombre de banques, aillent dans le même sens et exigent les mêmes choses des entreprises. Et c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, et on peut faire le parallèle aussi avec l'océan, c'est-à-dire que ça a longtemps été des sujets de techniciens, quel pourcentage, quel calcul. Et progressivement, nous, ça a été vraiment sous l'égide des Nations Unies Environnement que les banques se sont rassemblées dans une alliance qui s'appelle Net Zero Banking Alliance, où l'objectif, c'est d'avoir aujourd'hui plus de 100 banques qui représentent 40% des actifs bancaires du monde, qui se disent, nous on va aligner nos flux financiers avec un objectif net zéro. Et ça a un impact très fort avec l'océan, parce que il y a une interaction. L'océan, bien sûr, va absorber de l'oxygène, mais si on émet trop de gaz à effet de serre, sa capacité d'absorption va être complètement épuisée, et donc il ne pourra plus jouer son rôle. Et on le voit déjà avec les sujets d'acidification, avec les sujets de captation des gaz à effet de serre. Donc nous, on pense que notre action sur le climat, elle a une importance directement pour le climat, mais aussi pour la biodiversité et pour l'océan. Donc voilà, et elle passe par une alliance avec nos pairs et surtout avec les entreprises. Justement, quel rôle vous attendez de la part des entreprises? Quel rôle elles peuvent jouer pour la préservation de l'océan? Les enjeux sont tels. Ce qu'on voit en océan, moi je passe notre temps en mer avec la Golette Tara depuis 20 ans, et ce qu'on voit en mer, les enjeux qui se déroulent, pour être à l'échelle de ça, il faut travailler ensemble. Et le levier de la finance est le plus gros levier qu'on a. Ça me paraît même plus important que le levier du citoyen, en fait. Parce qu'en fait, le levier de la finance, il se démultiplie dans tous les secteurs de l'économie. Comment demain, c'est financer l'économie circulaire plutôt que l'économie non circulaire? Comment? Et c'est ça, en fait, ces grandes orientations qui sont importantes à cranter, en fait. Et très souvent, en finance, et c'est vrai dans le secteur financier, c'est que des petits ruisseaux au début qu'on crée, très vite, ça devient des grands fleuves, parce qu'en fait, les investisseurs s'alignent en général assez rapidement sur les valeurs et les produits. Et puis les gens en veulent. C'est ce que j'allais vous dire, le levier est plus puissant que peut-être que le levier de la consommation, mais vous êtes aussi, vous
poussé par vos clients. C'est-à-dire que c'est devenu, c'est devenu aussi un argument tout simplement marketing, mais c'est pas un gros mot, et même un argument stratégique. C'est-à-dire que sans ce positionnement, la banque elle va rester toute seule sur le chemin. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On est très content que nos clients nous poussent aussi sur ces sujets-là. C'est-à-dire que nous, par exemple, un des fonds qui fonctionne le mieux, c'est en épargne, c'est un fonds qui est lié à l'eau, et on le voit, les gens, ils ont envie aussi que leur argent serve à quelque chose et qu'il soit orienté vers des choses utiles. Donc, bien sûr, nous, on est obligés, ça fait partie de notre stratégie, de notre envie, mais on attend aussi que nos clients ils soient exigeants avec nous. Romain Troubalet, il y a un enjeu important qui est l'enjeu de la recherche et du financement de la recherche. On en sait assez pour protéger et pour se dire qu'il faut se bouger très très vite là, sur ces sujets-là, ça c'est sûr. Maintenant, pour prédire davantage ce qui va se passer, pour mieux comprendre, pour mieux aussi valoriser ces écosystèmes de façon durable demain, il faut faire de la recherche. Donc, nous, on a découvert avec Tara, qui est une équipe avec le CNRS, bien sûr le CEA, des 25 laboratoires dans le monde impliqués, on a découvert 250 millions de gènes, on a découvert 100 000 espèces de microalgues, on a découvert tellement de choses, quasiment tous les virus marins connus ont été découverts par cette équipe. C'est pas normal. On devrait en connaître beaucoup plus. Et en ce moment, il y a une décennie des Nations Unies pour la recherche marine qui est en place depuis 2021 jusqu'à 2030, qui est là pour essayer de mobiliser aussi tout le secteur financier, les États, etc., pour se mettre ensemble, en coalition, pour adresser ce gap de connaissances qu'on a sur les océans aujourd'hui. Et Tara, bien sûr, est un des acteurs à la mer tous les jours qui passent. Au moment où je parle, le bateau est en Antarctique pour faire de la recherche. Et justement, Nathalie Jobert, la BNP Paribas, est présente aussi. Il y a ce programme Climate and Biodiversity Initiative, c'est quoi ? Alors, ça fait 10 ans qu'on s'est dit que ce qu'on faisait avec nos clients, c'était bien, ce qu'on faisait dans notre impact, c'était bien aussi, mais qu'il y avait aussi un espace où le champ marchand n'était pas le bon outil. Donc, à travers la Fondation BNP Paribas, on a lancé un programme de financement de la recherche qui a plus de 10 ans maintenant, il date de 2010, et qui, cette année, le 7 février, on lance notre prochain appel à projet qui vise à financer des projets de recherche liés au climat et à la biodiversité. Donc voilà, tous les projets... On va répondre. Voilà, tous les projets sont les bienvenus. Qu'est-ce que vous espérez de ce sommet à Brest ? Alors j'espère 2 choses, vraiment une augmentation de la sensibilisation sur le sujet de l'océan, que ça devienne moins abstrait et que les gens fassent plus le lien concret avec comment ils peuvent agir. Et les gens, c'est à la fois les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics. Et puis j'espère aussi plus de clarté, parce que pour une banque, plus les règles sont claires, plus c'est facile de les mettre en œuvre et de mettre de l'énergie pour qu'elles soient mises en œuvre rapidement. Et on a bien compris que c'était le début d'un processus essentiel. Merci. On espère en tout cas. On n'en fait jamais assez, ça va jamais assez vite, mais bon. C'est déjà un progrès. Il y a un sommet comme celui-là. Bon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission, le One Ocean Summit, qui s'ouvre donc à Brest. C'est du 10 au 12 février. On passe à Smart Ideas tout de suite avec une belle histoire familiale, vous allez voir. Bonjour Margot Rallier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Benenota, je le disais à l'instant, c'est donc une histoire de famille, racontez-moi. Et oui, exactement, j'ai monté l'entreprise avec ma grand-mère Martine de 72 ans. Donc en septembre 2020, on s'est lancé le pari de monter notre entreprise Benenota, on fait du linge de bain français et responsable. C'était quoi le déclic, le point de départ ? Le point de départ, c'est qu'on est déjà très proches et on échange beaucoup d'astuces au quotidien. Et en fait, j'ai découvert le concept donc des mini-gants, enfin des cotons réutilisables, pour éviter de jeter des cotons tous les jours. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit c'est bien ça Margot, mais j'aimerais bien te faire quelque chose qui soit encore plus joli, plus pratique et écologique. Et donc elle est partie sur sa machine à coudre, c'est ça ? Exactement. Elle n'est pas couturière de base, mais elle adore ça. Donc elle a ressorti sa machine à coudre. Elle m'en a fait. Et puis en fait, de fil en aiguille, voilà, on s'est lancé dans l'aventure. On ne s'est jamais arrêté. Et donc le premier produit, c'est cette alternative au coton jetable utilisé pour se démaquiller, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, donc pour éviter de jeter des cotons tous les jours, on a voulu faire un mini-gant qui soit plus pratique, parce qu'on trouvait que ce qui existait sur le marché, les lingettes notamment, n'était pas pratique en termes de prise en main. Donc ma grand-mère m'a dit, je vais te faire des mini-gants, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on va essayer de concilier aussi le côté élégant et écologique, parce qu'elle trouvait que ce qui existait sur le marché déjà n'était pas très très joli. Ouais, effectivement, belle idée. Vous avez choisi le bambou, pourquoi ? Oui, alors on a testé plusieurs matières et en fait on a choisi le bambou d'un point de vue écologique, notamment
notamment parce que la culture du bambou nécessite moins d'eau et de pesticides que le coton par exemple. Et puis aussi c'est un critère de qualité parce que le bambou est beaucoup plus doux, plus durable, il a des côtés antibactériens et il est très absorbant. Donc ce qui est pratique notamment par exemple pour notre serviette à cheveux qui permet d'absorber l'humidité à la sortie de la douche. Donc voilà pourquoi on a choisi la fibre de bambou. Et la filière, c'est une filière qui nous mène très loin. Il y a de la production de bambou en France, parce que quand on se lance, quand on fait ce choix, évidemment, il y a l'impact de ce choix. Vous avez dû vous poser la question. Alors oui, on s'est longuement posé la question. Malheureusement, le bambou, ça pousse en France, mais on ne transforme pas le bambou en France. Donc en fait, on a tout simplement trouvé des fournisseurs effectivement le plus proche possible. Donc on a notre tissu pour les serviettes à cheveux qui est tissé en Turquie. Turquie qui est un grand pays, notamment pour le tissage de l'éponge. Et puis l'Italie pour nos mini-gants. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il y a une gamme de produits. Donc vous avez démarré avec ce mini-gant. On trouve quoi dans la gamme Benenota aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons donc nos mini-gants démaquillants lavables. On a nos serviettes à cheveux que l'on appelle turbans, donc pour absorber l'humidité à la sortie de la douche. On a également nos bandeaux de soins. On a un savon. On a sorti donc une petite gamme de cosmétiques, un savon solide. Et puis plus récemment, on travaille avec un nouvel atelier qui fabrique des plus grosses pièces de linge de bain. Donc notre peignoir en fibre de bambou et notre paréo de bain qui est donc en fait une serviette à scratch, vous savez, pour éviter que la serviette tombe à la sortie de la douche. Donc voilà, on a effectivement développé pas mal de produits depuis le début. Fabrication française? Fabrication 100% française au sein de DESAT, donc des établissements de services et d'aide par le travail, qui sont des ateliers solidaires qui font travailler des personnes en situation de handicap. Donc on a 3 ESAT à temps plein qui travaillent, qui confectionnent nos petits produits, et puis on a un atelier qui s'appelle la manufacture de Clisson qui travaille sur nos plus grosses pièces. Ça c'était un choix d'origine aussi quand vous avez créé la marque? Alors oui, au tout début, ma grand-mère a toujours été, a toujours eu ce côté solidaire, moi aussi, et c'est vrai que quand on s'est lancé, on a très vite eu beaucoup de commandes, on a dû trouver une solution assez rapidement, et puis du coup on a rencontré pas mal d'ateliers solidaires dans la région de Nantes, parce qu'on vient de Nantes, et puis ça s'est très bien passé, ça nous permettait donc effectivement d'intégrer cette dimension solidaire et de travailler surtout aussi en circuit court. Alors justement, quels sont vos circuits de distribution aujourd'hui? Notre site internet principalement, et puis on a un réseau d'une 40aine de boutiques en France, donc des concept stores, des épiceries vrac, des instituts de beauté, des coiffeurs, partout en France. Quel choix vous faites en matière de logistique? Parce que là aussi, quand on parle de l'impact d'une activité, c'est important. Alors on est en plein dedans parce qu'on a eu un gros événement début janvier, ce qui fait qu'aujourd'hui avec ma grand-mère, c'est nous qui faisons toutes les commandes encore depuis notre site internet, sauf que là on se rend compte qu'il va falloir qu'on externalise et justement qu'on choisisse un logisticien pour notamment envoyer nos commandes par exemple, et du coup on est en train de travailler avec justement une entreprise adaptée qui fait la logistique et qui est proche de chez nous puisque c'était à Angers. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement. Ça a été final. Est-ce que ça a été plus vite que ce que vous n'imaginiez au départ? Oui, ma grand-mère, elle me dit tous les jours, oh là là, ça va très très vite. Moi, j'ai l'impression que non, parce que je veux toujours aller plus vite que la musique. Mais oui, c'est vrai qu'en 1 an et demi, ça va quand même très vite et on est très satisfaite du développement. Et c'est toujours, vous prenez toujours les décisions toutes les deux? Oui. Alors ma grand-mère devient de moins en moins opérationnelle parce qu'avant elle faisait beaucoup la couture. Maintenant qu'on a externalisé, et elle est plus sur effectivement le côté stratégique. Mais c'est assez rigolo parce qu'elle me suit partout sur toutes les réunions. Elle veut être là partout parce que c'est aussi son bébé, l'entreprise. Donc elle a une part très très importante dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci Margot Radier. Bon vent à Benenota et saluer votre mamie pour nous évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, Eden Walson à ses côtés, Lauriane Bouet à la réalisation, et puis au son un binôme, c'était Saïd Mamou et Mickaël Fisto. Voilà, merci beaucoup à tous. Fristo, je pense que j'ai oublié un R. Salut, bonne journée.